Alors après ces propos qui étaient, un peu introductifs, pour introduire la thématique, de la journée, on va entrer un peu plus dans le volet, matériel et on a donc, 2 interventions, avant la pause. L'une, de la professeure, Céline Trevisanut qui est, professeure à l'université de Leuven, en Belgique et qui va nous parler, du rôle joué par, l'AIFM, par l'Autorité internationale, des fonds marins. Et l'autre présentation est celle de Pierre Mézières qui nous vient de la Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et qui va nous parler de la transition écologique des navires et de la stratégie menée par l'Organisation maritime internationale dans ce cadre. Voilà, donc sans plus tarder, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour et merci beaucoup à Karaneri et à toute l'équipe de Lyon 3 pour nous accueillir ici aujourd'hui et bien merci aussi à Pascal Ricard en tant qu'organisatrice de cet événement. C'est un grand plaisir d'être ici, c'est ma première fois à Lyon, donc c'est aussi, je découvre l'université et la ville. Le sujet qui m'a été confié, c'est le rôle de l'autorité internationale des fonds marins dans le cadre des changements climatiques. Et c'est vrai que l'autorité n'est peut-être pas la première institution qui vient à l'esprit lorsqu'on parle de climat. Et aussi, ce que je vais essayer de faire dans les prochaines minutes, c'est de voir un petit peu comment ce mandat peut intégrer en fait la question des changements climatiques. Quel est le potentiel de l'autorité dans le cadre des changements climatiques? Et donc, pour faire cela, je vais tout d'abord en fait rappeler l'importance des fonds marins afin de garantir la santé de l'écosystème marin et en fait de l'écosystème terre dans son ensemble. Je vais ensuite me pencher sur l'autorité et ses fonctions en me concentrant en particulier sur son mandat en matière de protection de l'environnement, ou bien on peut intégrer bien sûr ensuite les fonctions en matière de changement climatique. Et puis, cela me permettra en fait de discuter un petit peu quelles sont les conséquences de l'avis consultatif du tribunal du droit de la mer sur quel peut être l'impact de l'avis consultatif sur l'interprétation des fonctions de l'autorité dans le futur. Et puis, je présenterai quelques petites conclusions à la fin. Donc tout d'abord, un peu de science, si vous me permettez, vu qu'on parle de changement climatique, avant de rentrer dans le droit matériel. Donc l'autorité est responsable pour la zone des fonds marins et les grands fonds marins composent 54% des océans du globe. Donc c'est quand même un pourcentage important qu'il faut se rappeler parce que c'est plus de moitié des océans de la Terre. Les fonds marins ont un rôle important en particulier pour ce qui est de la capture du carbone de l'atmosphère. Et effectivement, il y a eu des études assez récentes sur le cycle du carbone qui est un élément fondamental. Souvent, on dit effectivement les océans sont les vrais poumons de la Terre et effectivement, les fonds marins en particulier ont un rôle à jouer ici. En particulier, je voulais juste décrire très brièvement pour avoir une idée de quel est le rôle. Donc la flore marine, hein, comme le phytoplancton, utilise la lumière du soleil, bien sûr, pour absorber le CO2 et le convertir en matière organique carbonée par photosynthèse. Cette matière organique est ensuite consommée par la faune marine, jouant un rôle, bien sûr, primordial pour les cycles biochimiques. Maintenant, moins de 1% du CO2 séquestré par les couches supérieures de l'océan atteint en fait les fonds marins. Donc c'est un pourcentage quand même limité. Ici, je me base sur des données qui sont disponibles sur le site de l'autorité, hein. Donc c'est 1% du CO2 séquestré par les couches supérieures et ce qui représente environ 0,35% des émissions mondiales annuelles, au moins en 2021. Ces sédiments donc se déposent sur les couches supérieures du fond marin et ils sont fondamentaux en fait dans les cycles de... Ah,
cycle Alimentaire, alimentaire. merci, cycle alimentaire. Vous voyez, je ne travaille pas en français souvent, donc après, il y a des mots qui, qui m'échappent comme ça. Dans les cycles alimentaires, excusez-moi, des micro-organismes et de la faune qu'on l'on trouve dans les fonds marins. De ce qu'on sait, c'est que du moins au niveau de la recherche que nous avons pour le moment, on sait que ces sédiments, après, ils, en fait, s'intègrent et font partie d'une couche de sédiments qui est épaisse 300 mètres et qui a un rôle fondamental, en fait, dans la survie des micro-organismes et de la faune et de la flore en général des fonds marins. Et la relation entre la quantité de carbone qui est séquestrée ainsi et la survie de ces espèces et de ces écosystèmes, on sait encore très peu en fait sur quelles sont ces relations et quels pourront être les impacts des activités. Les activités qui sont prospectées dans la zone auront certainement plusieurs impacts. Et là, l'autorité, en ce moment, est en train de se concentrer en particulier sur 3 types d'impacts que pourront avoir ces activités. Une, c'est que la récupération donc, des nodules polymétalliques sur les fonds marins est susceptible d'affecter en fait les couches supérieures de ces sédiments, parce qu'on va avoir bien sûr une technologie qui ramasse ces nodules, et donc on va changer la composition de ces sédiments qui s'est déposé au fil des années, euh, ne sachant pas tout à fait quelles seront les conséquences de cet impact. En outre, dans la plupart des activités potentielles, il y aura des rejets d'eau et de sédiments contenant des composés métalliques. Et bien que ces composés métalliques font partie de la chaîne alimentaire de beaucoup de micro-organismes, l'augmentation en fait du contenu de métal dans la zone, on ne sait pas quel sera l'impact sur ces micro-organismes. Et ça peut devenir en fait une forme de pollution parce que ça peut avoir des conséquences néfastes sur la faune et la flore vu de l'augmentation donc de la quantité de métal. Et puis dernier impact qui est directement, en fait, qu'on peut connecter directement au cadre juridique des changements climatiques, c'est l'émission de gaz à effet de serre. Vu que le traitement, bien sûr, des modules, en particulier polymétalliques, sera la principale source en fait d'émissions de gaz à effet de serre dans la zone, donc directement produite par la zone. Et l'autorité, en ce moment, pense que ça va représenter 99% des émissions totales, ce qui est comparable, en fait, au secteur minier terrestre. Ce n'est pas seulement les engins qui vont être utilisés pour en fait, ramasser les nodules, mais c'est aussi tout le secteur économique autour, qui inclut donc, bien sûr aussi les navires qui vont être utilisés et qui vont brûler le carburant. Donc ça fait toute partie du cycle et de l'émission de gaz à effet de serre connectées aux activités qui pourront être conduites dans la zone. Donc, dans tout ça, quel est le rôle de l'autorité? Comment est-ce que l'autorité se positionne vis-à-vis donc de la protection des fonds marins, à la lumière en particulier de ces nouvelles données, et en sachant donc de ce lien entre les fonds marins, la composition des fonds marins, le cycle du carbone de l'océan et la contribution éventuellement des activités à la concentration de CO2 généralement. Donc juste un petit rappel pour ceux qui ne sont pas très familiers avec l'autorité. L'autorité donc a été créée par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, bien sûr, et elle est composée aujourd'hui de 171 membres. Donc c'est quand même une organisation globale, quasi universelle, on peut dire, 170 États plus l'Union européenne. Donc 171 en total. L'autorité a été mandatée de gérer et de protéger la zone, donc la zone des fonds marins, qui est
tous les fonds marins au-delà de la juridiction nationale. Et bien sûr, vous savez tous que la zone, c'est patrimoine commun de l'humanité. Patrimoine commun de l'humanité, qui veut dire que on exploite la zone en commun, hein, et on la préserve pour l'intérêt de toute l'humanité. L'autorité a été donc mandatée, a été investie par les droits de l'humanité dans la zone, et l'institution compétente a développé la réglementation qui s'applique à toutes les activités dans la zone et qui complémente les principes que l'on trouve dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, dans l'accord de 94 et tout autre accord qui pourrait être applicable. Lié à ce mandat général, il y a en particulier 2 fonctions qui sont importantes dans le cadre des discussions d'aujourd'hui. Une, c'est le développement de la réglementation applicable à l'exploration et à l'exploitation de la zone, que je viens de mentionner très brièvement, et que on retrouve dans son mandat général à l'article 137 de la Convention, mais après on retrouve aussi dans différentes dispositions de la Convention. Donc ça, c'est une fonction très importante. La deuxième fonction importante, c'est bien sûr la protection de l'environnement des fonds marins que l'on retrouve à l'article 145 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Je voulais me concentrer sur cette dernière fonction et je vais la mettre en relation avec la première, celle de l'adoption de la réglementation, parce que pour ce qui est bien sûr de la protection de l'environnement, l'autorité a une compétence spécifique pour adopter des règles et règlements pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin dans la zone. Et bien sûr, le langage typique de la Convention du droit de la mer, prévenir, réduire et maîtriser la pollution. Donc, pollution qui risque de perturber l'équilibre écologique du milieu marin. Et ici, je trouve que c'est une partie importante de l'article 135 parce que l'on parle donc de perturbation de l'équilibre écologique est quand même différent de conséquences néfastes. Je trouve que c'est quand même un niveau différent d'interprétation de ce qu'est pollution. Ce n'est pas seulement un impact néfaste, mais aussi une perturbation des équilibres de l'écosystème. En accordant, bien sûr, attention particulière s'il y a des effets nocifs. Donc, il y a, on va dire, dans l'article 145 déjà de la Convention, une attention particulière à la sensibilité de l'écosystème, bien que, bien sûr, à l'époque, on n'en savait pas trop. Mais on pouvait déjà s'imaginer, vous pouvez imaginer que toute activité minière, que ce soit en terre ou en mer, a un impact quand même large et néfaste. L'article 145 doit être lu conjointement avec l'article 209 de la Convention, surtout quand on parle de pollution. Donc on a l'article 145 que l'on retrouve dans la partie 11 de la Convention, qui est sur la zone des fonds marins, et puis nous avons la partie 12, qui est celle qui fait l'objet aussi de l'avis consultatif, où on a un article spécifique sur les activités, sur la pollution résultant d'activités menées dans la zone, et c'est l'article 209. Donc, quand on regarde à l'article 125, on doit le mettre en connexion avec l'article 209, qui nous donne quelques éléments en plus sur quel est le mandat de l'autorité en ce qui concerne la pollution, mais aussi quelles sont les obligations des États dans le cadre des activités qui sont conduites dans la zone sous l'autorité de l'autorité, sous la compétence de l'autorité. Donc, à l'article 209, on voit comment
la convention donc rappelle que donc les États doivent adopter des règles et des règlements internationaux pour réduire et maîtriser la pollution du milieu marin dans la zone. Et en particulier, on a le classique renvoi que l'on retrouve dans quasiment tous les articles de la Convention relatifs à la pollution, qui renvoie donc au fait que les États doivent adopter des règlements qui sont efficaces autant que les règles et règlements et procédures internationales. Donc, c'est un renvoi direct aux règlements qui sont adoptés par l'autorité des fonds marins. L'autorité des fonds marins a développé plusieurs documents au fil des années. Bien sûr, on a le code minier qui pour le moment, principalement réglemente l'exploration. L'exploitation, c'est encore en cours. Mais on a en particulier, grâce au travail de la commission juridique et technique de l'autorité des fonds marins, qui est l'organe qui en premier s'occupe du développement de la réglementation qui ensuite est passée au Conseil et à l'Assemblée pour adoption, mais c'est la commission juridique et technique. La Commission a en particulier développé en 2019 des recommandations environnementales qui concernent donc les obligations d'évaluation d'impact pour les contractants, qui intègrent une série d'obligations environnementales qui découlent aussi de la Convention sur la biodiversité, par exemple, et qui donc donnent aussi une possibilité à l'autorité d'intégrer éventuellement les résultats de l'avis consultatif en ce qui concerne les changements climatiques et donc d'intégrer aussi au fil du temps, voyons comment va réagir la commission juridique et technique aussi dans les prochaines années, donc d'intégrer aussi l'impact climatique des activités éventuellement dans les recommandations pour les contractants. Donc c'est un moyen pour l'autorité aussi de développer son mandat à travers la commission. Commission juridique et technique, pour ceux qui ne sont pas très familiers avec l'autorité, qui n'est pas seulement un groupe de juristes, mais c'est en fait un organe multidisciplinaire où il y a des juristes et des scientifiques, et donc qui y a aussi des procédures internes différentes d'un organe purement juridique en ce qui concerne la production des normes. Donc, j'ai déjà fait référence plusieurs fois à l'avis consultatif. Permettez-moi de rentrer un peu plus dans le détail de l'avis consultatif dans cette troisième partie de mon exposé. Je ne vais pas parler de tout l'avis consultatif, mais je vais juste me concentrer sur une partie de l'avis consultatif qui est celle de la définition, bien sûr, de pollution, qui est un des apports principaux de cet avis consultatif, donc de clairement affirmer que l'émission de gaz à effet de serre doit être inclus dans les sources de pollution au sens de l'article 1, paragraphe 1.4 de la Convention, et que donc une série d'obligations se déclenchent pour les États en matière donc, de prévention, réduction et maîtrise de la pollution. Et les États étaient bien sûr l'objet principal de l'avis consultatif, mais ces obligations qui sont déclenchées, en fait, indirectement, impactent aussi l'activité de l'autorité, vu que c'est l'organe compétent, en fait, pour développer les règles en ce qui concerne la pollution dans la zone. L'avis consultatif, en fait, dit quasiment rien sur l'autorité. Il n'y a vraiment pas, il n'y a pas grand-chose de dit sur l'autorité. Mais c'est intéressant de voir qu'en fait, l'autorité a participé à la procédure. Donc l'autorité a présenté un exposé au tribunal dans le cadre de la procédure où elle explique et met en exergue le lien entre les obligations relevant de son mandat, et conformément en particulier à la partie 11 de la Convention, et les obligations des États relevant de la partie 12.
À nouveau, c'est un document un peu long, je vais le résumer très brièvement ici, en me focalisant sur ce que dit l'autorité en relation de 2 obligations principales, de la partie 12. Une, c'est l'obligation générale de protection de l'environnement, article 192, qui donc s'applique, à toutes les zones maritimes, comme l'a affirmé le tribunal arbitral dans l'affaire, entre les Philippines et la Chine en 2015, que le tribunal répète et réaffirme dans l'avis consultatif et que l'autorité même, dans son exposé au tribunal, répète clairement en disant ben, c'est une obligation générale qui contraint les États aussi dans la zone. Deuxième point qui est intéressant ici, c'est l'interprétation que donne l'autorité à l'article 194, qui est aussi au cœur du raisonnement de l'avis consultatif. Donc article 194 qui concerne donc les mesures que les États doivent prendre en matière de pollution, et les États en particulier doivent prendre des mesures séparément et conjointement pour réduire et prévenir, réduire la pollution, quelle que en soit la source. Hein. Ça, c'est l'article 194. Ici, l'autorité, bien sûr, met en exergue le conjointement de l'article 194, paragraphe 1, en disant que l'autorité, c'est un des forums dans lequel l'élaboration de ces mesures doit se faire conjointement, et que certainement, du moment où les gaz à effet de serre sont considérés comme une source de pollution, l'autorité a une compétence à en fait faciliter donc l'élaboration de ces normes. Ensuite, l'autorité aussi met en exergue en fait la sensibilité dans son exposé, toujours la sensibilité de l'écosystème des fonds marins, en disant bien sûr que tout dommage causé aussi par le climat à l'écosystème des fonds marins doit être discuté et rentre dans les compétences de l'autorité, et donc doit être aussi un sujet de coopération entre les États sur la base de l'article 194, aussi au sein de l'autorité. Cette position de l'autorité des fonds marins en fait rejoint la position du gouvernement français lors de la procédure, ce qui est le gouvernement français, dans son exposé, est un des seuls qui en fait parle un peu de l'autorité des fonds marins. Comme j'ai dit, il n'y a pas beaucoup d'États qui s'en sont intéressés, et l'avis consultatif à la fin dit vraiment peu. Mais grâce à l'exposé de l'autorité, à l'exposé du gouvernement français, on peut penser un peu, on peut avoir une idée, raisonner comment l'avis consultatif va s'appliquer à l'autorité. Et en particulier, le gouvernement français met en exergue d'un côté le rôle de la zone dans le climat global, hein, donc l'importance à nouveau de l'écosystème des fonds marins dans l'équilibre du climat global, et de l'autre, il met en exergue donc le rôle de l'autorité comme institution compétente à protéger cet écosystème. Et là, en fait, le gouvernement français, dans l'exposé en particulier, se focalise sur l'article 194, paragraphe 5 de la Convention, qui fait référence aux écosystèmes rares ou délicats. Et donc, dit rare et délicat, ça fait référence, on peut interpréter cette petite partie de l'article comme faisant en fait référence en particulier à l'écosystème de la zone, mais aussi en disant écosystème, comment est-ce qu'on interprète écosystème? Et là, l'État français fait référence en particulier au règlement relatif à la protection et à l'exploration des nodules polymétalliques dans la zone, adopté par l'autorité, où dans la définition d'écosystème et de milieu marin,
les composantes physiques et les composantes vivantes sont en fait mises ensemble. Donc en fait, dans la définition de milieu marin et d'écosystème, on doit donc tenir en considération les composantes, conditions et facteurs physiques, chimiques, géologiques et biologiques qui interagissent et déterminent en fait le statut de l'écosystème. Et le fait de mettre ensemble, en fait, de mettre en évidence l'unité, on va dire, de l'écosystème, soit la partie biologique que la partie physique, permet de donner en fait à l'autorité une compétence claire, vu que l'autorité est responsable, oui, pour la protection et préservation de la faune et de la flore, article 145, mais premièrement, elle est responsable pour les composantes physiques et chimiques de la zone, les minéraux. Donc par une interprétation, on va dire, extensive du milieu marin et de l'écosystème, où on met ensemble les deux composantes, en fait, on solidifie, on va dire, le mandat de l'autorité en tant qu'institution compétente pour la gestion de la zone et de ses composantes dans le cadre des changements climatiques. Donc cela donne un rôle important à l'autorité donc pour gérer la zone en tant que composante primordiale du cycle carbone de l'océan et de la planète en général, mais aussi, ne l'oublions pas, comme autorité compétente pour gérer les activités économiques qui contribuent aussi aux émissions de gaz à effet de serre. Donc un double chapeau, on va dire, pour l'autorité. Donc pour conclure, l'autorité a un rôle important, bien sûr, à jouer, en particulier dans le développement de la réglementation en ce qui concerne la pollution qui est produite dans la zone et la protection de la zone en tant qu'écosystème, avec les deux composantes, physiques et biologiques. Mais il ne faut pas oublier que l'autorité n'est pas une organisation environnementale et que parmi les fonctions principales de l'autorité, il y a l'exploitation des fonds marins, qui sont un enjeu clé pour sa survie aussi, mais qui sont aussi un enjeu clé dans le cadre des changements climatiques et la décarbonisation de l'économie mondiale. Donc les minéraux de la zone ont attiré depuis des années la convoitise d'États et de compagnies, de parties privées, bien sûr, parce qu'ils sont au centre d'une transition en fait énergétique et la réalisation d'économies à faible émission de carbone. Mais malheureusement, comme je suis sûre vous le savez, on connaît tellement peu les fonds des océans que l'on ne sait pas quelles seront les conséquences vraiment à long terme de l'exploitation de ces fonds marins. Donc il faut espérer que pour le moment, le mandat environnemental de l'autorité reste au cœur des débats en ce qui concerne en particulier les changements climatiques et que l'exploitation des minéraux qui bien sûr sont très importants pour la transition écologique, mais avec quel coût, vu qu'on ne sait pas les conséquences, que cette exploitation reste un peu en deuxième plan, au moins pendant un moment, il faut l'espérer. Merci.